Bonsoir et bienvenue à tous sur Niveau d'Info 1. Mamadou Diouf, bonsoir et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir Charlotte. Le général Brice Oligui Nguema a effectué une visite officielle au Congo-Brazzaville. Il a été reçu par le président congolais Denis Sassou Nguesso dans sa résidence d'Oyo, située à quelques 400 kilomètres de la capitale du pays. Tout de suite, je vous propose de suivre un extrait de l'interview accordée à la presse, l'interview du président gabonais. Donc le sens de ma visite ici répond également à ce que j'ai fait en Guinée équatoriale. Nous sommes des peuples bantous et je suis venu ici consulter, discuter, échanger avec le patriarche, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, qui est pour nous un atout important dans la sous-région. Et également, c'est pour apaiser, comme je le dis, pourquoi pas les sanctions. Le Gabon a toujours été un acteur de ces instances, de ces organisations sur-régionales, notamment la CAC, la CEMAC, l'Union africaine. Et donc, nous comptons reprendre notre place dans le concert des nations. Alors, pour sa deuxième visite à l'étranger, Brice Oligui Nguema s'est rendu au Congo-Brazzaville. Mais pourquoi tout de suite le Congo? Je me dis qu'il a parfaitement raison quand on entend ce qu'il dit. Il y a un objectif clair, il y a un enjeu diplomatique qui est là. Le Gabon est sous sanction avec l'Union africaine, avec la CEMAC, avec la CEAC. Si c'est lui seul qui doit se lever pour demander un adoucissement ou bien même la suppression de ces sanctions, ça va être difficile. Mais il a dit lui-même le patriarche. Un patriarche, c'est quelqu'un qu'on écoute. C'est quelqu'un qui a la sagesse. Mais il est allé vers lui pour avoir son lobbying, pour avoir son plaidoyer, pour qu'effectivement le Gabon sorte de cette situation de sanctions par rapport à un certain nombre d'organismes à caractère régional ou continental. Je crois que le choix n'est pas un choix anodin, d'autant plus que c'est vrai que les relations se sont un peu mélangées avec Ali Bongo, mais le président El Hadj Omar Bongo avait de très bonnes relations avec le président Denis Sassou Nguesso. Le nouveau dirigeant, il a tout à y gagner, à reprendre des bonnes bases dans les relations entre les deux pays. Mais bien sûr, il a tout à y gagner d'abord, et lui-même, il connaît très bien le président Sassou Nguesso, puisque pendant que c'est lui qui était à côté du président El Hadj Omar Bongo, n'oublions pas que le père, Bongo le père, pour faire vraiment la différence clairement, avait épousé Edith Lucie, la fille de Sassou Nguesso. Celle-là, quand elle était la première dame, aux côtés de El Hadj Omar Bongo, mais le général actuel était là, au niveau de la présidence. Il connaissait très bien cette dame. Il avait également des relations avec le président Sassou à l'époque. Donc, quand il part, il ne part pas en terrain inconnu. Il part dans un terrain qui est très bien connu de lui. Il n'est pas un inconnu également là où il est allé. Et le choix qu'il fait également n'est pas un mauvais choix pour que, au départ, au moins au niveau de la région, que le Gabon reprenne sa place malgré le coup d'État, parce que le coup d'État du Gabon... Comme il a souligné lui-même. Le coup d'État du Gabon semblait être un coup d'État exceptionnel. C'est comme si c'est un coup d'État accepté au lieu d'être un coup d'État rejeté. Mais comme on le dit, la diplomatie, c'est tout simplement la comparaison des intérêts. Justement, lors de cette visite, Brice Oligui Nguema s'est incliné sur la tombe d'Edith Lucie Bongo, ancienne première dame du Gabon et fille du chef de l'État congolais, comme vous le disiez. C'est un rituel auquel il s'est donné, hein, le nouveau dirigeant gabonais, depuis sa prise de pouvoir par un putsch. On se demande à chaque fois pourquoi. Il était nécessaire pour lui de le faire. Il veut rassembler. Vous avez quelqu'un qui veut rassembler. Quand vous voyez ce qu'il a fait, il l'a fait sur la tombe de El Hadj Omar Bongo dont on parle. Il l'a fait également sur la tombe de l'ancien président, le premier président du Gabon. Il l'a fait avec plusieurs personnes. Et il a également rendu hommage à des personnes à qui l'État gabonais a fait du tort. Selon lui? Non, dans la réalité même, puisque l'État gabonais a fait du tort à des Gabonais. Et en cela, il essaye de rassembler. La seule chose qui pose problème dans son attitude, c'est comme une stratégie de mettez-vous derrière moi.
vous avez vu, c'est passé comme ça, la charte de la transition, elle a été discutée où et avec qui? La première fois qu'on en a entendu parler, c'est quand il prêtait serment. Quand tu veux rassembler, on rassemble les gens, on discute. Mais il a reçu des gens individuellement, les rédiger par-ci, les trucs par-là. Après, on sort un document qui semble être un document consensuel. Où est-ce qu'on a eu le consensus? Donc, c'est dans cette logique qu'il est quand il le fait. Et quand il le fait, c'est important. Parce qu'il faut rappeler qu'à la mort d'Edith, la fille du président Sassou Nguesso, il y a eu des problèmes entre les deux pays. Puisque considérée comme une première dame, certains disaient qu'elle devait être enterrée au Gabon, ce que la famille n'avait pas accepté. Il y a eu également des problèmes à la mort du président El Hadj Omar Bongo sur les questions d'héritage. Donc il y a eu à l'intérieur de la famille, finalement la famille Bongo-Sassou, puisque c'est les deux familles qui sont liées, et il y a surtout le cas d'un des garçons qui porte les deux noms. Il s'appelle Omar Denis Junior Bongo. Quand vous regardez l'image où il est allé se recueillir sur la tombe, ce garçon était là avec la fille. Quand le général était devant la tombe en train de se recueillir, ce garçon qui est en quelque sorte un demi-frère de Ali Bongo, les deux ont de tout le temps eu des relations plutôt mauvaises. Et dans ça, il y avait des problèmes de famille, il y avait des problèmes d'héritage, etc., qui concernaient également sa maman. Donc quand il vient le faire, alors que le président Bongo est mis à la retraite pour utiliser son expression, c'est une façon de, j'allais dire, rassembler, si on peut l'appeler encore rassembler, les éléments de la famille du président Bongo. Et ici, en le faisant, il montre également au président Sassou qu'il est sensible à ce qui arrive à sa belle famille, pour ne pas dire simplement à sa famille. Justement, outre ce rapprochement, cette proximité familiale, selon vous, pourquoi le dirigeant gabonais aurait-il besoin d'apprendre d'une expérience congolaise en tant que dirigeant, en fait, en tant que président? D'un point de vue diplomatique, tout comme d'un point de vue africain, puisqu'il dit que nous sommes des Bantous, nous sommes le même peuple, quand on vient vers quelqu'un qui est plus âgé, il y a cette façon d'accepter de façon modeste, de dire à la personne, je viens chercher des conseils. Je crois que les mots qu'il a utilisés sont très clairs. Il a dit consulter. Quand on va consulter quelqu'un, c'est qu'on espère recevoir quelque chose de la personne. Échanger, discuter avec le patriarche, c'est extrêmement clair ce qu'il dit. D'ailleurs, quand vous regardez la réponse que le ministre des Affaires étrangères, cette fois du Congo, a donnée, lui, il dit que c'est un homme, en parlant du général, il dit que c'est un homme d'humilité, c'est un homme de réconciliation. Donc la posture qu'il a prise, c'est cette posture qui a permis cette réponse qu'on lui a apportée. Mais il le fait de façon exprès. On ne l'a pas montré dans l'extrait qui a été dit, mais en parlant du patriarche, il dit que le patriarche peut porter ce plaidoyer également pour le reste du monde. Justement, parce qu'avant de voyager sur le Congo, le président de la transition du Gabon était en Guinée équatoriale, où il a été reçu par Théodore Obiang Nguema. À Malabo, il a plaidé pour la levée des sanctions contre le Gabon. Mais tout à fait. On appelle cela la diplomatie du bon voisinage. Quels sont les pays qui sont autour du Gabon? Avant d'aller faire la paix avec un pays qui est extrêmement loin, il faut déjà faire la paix avec les pays qui sont à la frontière. À la frontière. Il est en train de faire cette diplomatie du bon voisinage en allant, se déplaçant, même si c'est 24 heures, aller dans ces pays. Certainement, il en profite pour dire plus que ce que l'on dit officiellement sur les raisons du coup d'État, pour essayer de convaincre les gens que ce n'est pas qu'on a fait un coup d'État pour faire un coup d'État. On avait des raisons pour le faire. La raison officielle qu'on donne le plus, il fallait éviter qu'on donne des résultats et qu'il y ait un bain de sang comme le Gabon l'avait connu lors d'une autre élection présidentielle. Mais il va essayer de convaincre ces gens pour que, à défaut que les sanctions soient levées, que le Gabon soit progressivement accepté dans le concert des nations. Et il faut dire que quand on regarde ce qui se passe, le Gabon, à part ce que j'appelle la sanction de principe, qui est la suspension, on ne sent pas grand-chose en termes de sanctions par rapport au Gabon, contrairement à d'autres pays où il y a eu un coup d'État, et où il y a eu un coup d'État, j'allais dire similaire, parce que c'était des coups d'État également militaires. Et les relations, on vous le dit, entre le Gabon et le Congo-Brazzaville, elles n'ont pas toujours été stables, mais ça fait partie de l'histoire des deux pays. Oui, mais bien sûr, c'est que vous avez deux pays qui, à travers un mariage, ont transformé deux pays, j'allais dire, en belle famille.
puisque c'est le président qui a épousé la fille d'un autre président. À l'époque, ça avait fait vraiment du bruit. C'était quoi la stratégie? Qu'est-ce qu'on cherchait, etc. Mais tout le monde avait dit, mais au moins, ça pourrait être un élément de rapprochement entre les deux pays. Et cela a eu lieu, mais du vivant du président El Hadji Omar Bongo. Après son décès, malheureusement, c'était plutôt le contraire. Il y a eu des difficultés, puisque les enfants Bongo n'étaient pas tous de la même mère. Et bien sûr, chacun voulait être le prétendant, en sachant que le père était disposé à remettre le pouvoir à un parmi ses enfants. Et ça a créé effectivement un conflit entre des enfants qui n'étaient pas de la même mère. Bon, c'est vrai que c'est des conflits qu'on voit généralement dans une famille, quelle qu'elle soit. Maintenant, quand ça arrive à ce niveau où c'est la famille présidentielle, en relation avec une autre famille présidentielle, bien sûr, les impacts ne sont pas les mêmes. Et à Libreville, la justice gabonaise poursuit l'ex-première dame Sylvia Bongo pour blanchiment de capitaux. Beaucoup d'observateurs soupçonnent l'ex-première dame d'être au cœur d'un vaste système de corruption au sommet de l'État. Pour le moment, on est à l'étape des accusations, mais n'oublions pas que dans ce qu'on a retrouvé comme devise avec des sommes colossales, elle est concernée. Maintenant, cette dame et son fils ont de tout le temps été considérés comme des gens qui avaient une influence sur le président Ali Bongo. Quand il a eu son AVC, ce n'était plus des gens qui avaient une influence. On considère que c'est elle et son enfant qui finalement dirigeaient le Gabon en se cachant derrière le président Ali Bongo, ce qui ramène un peu l'image de ce qui s'était passé en Algérie avec ce président qui avait également eu AVC, mais lui c'était son frère, plus d'autres personnes qui se cachaient derrière. Vous avez vu parmi les accusations, on parle de falsification de la signature du président, mais on a falsifié la signature du président pour faire quoi? Alors qu'avant même que l'AVC ne soit là, tout le monde sait qu'il y avait des problèmes de corruption au niveau de ce pouvoir du Gabon. Tout ce qui le dénonçait était mis en situation de difficulté. Aujourd'hui, l'occasion est là pour qu'on puisse en savoir plus. Mais que ça soit de la justice, que ça ne soit pas une chasse aux sorcières, parce que c'est ça les principes. Ce n'est pas parce que c'est la première dame qu'elle ne sera pas jugée, mais ce n'est pas parce que également c'est la première dame qu'il faut l'humilier ou quoi que ce soit, qu'on laisse la justice faire son travail d'une façon claire et nette pour que s'il y a un délit, s'il y a un crime, que la justice puisse, en toute indépendance, donner la sanction qui soit proportionnelle au délit ou bien au crime, mais qu'on n'utilise pas ça également comme instrument de propagande, parce que lui, il a besoin d'une popularité, il a besoin d'une certaine légitimité, qu'il n'aille pas dans ce sens-là, parce que ça lui retombera sur la tête d'une façon ou d'une autre. Et outre l'ex-première dame, le fils Noureddine Bongo également est visé par les mêmes accusations. Lui, son cas était connu puisque pendant un temps, tout le monde avait vu ce processus qui allait faire de lui le remplaçant de son père. Mais certainement, mais ça allait être de trop. El Hadji Bongo a donné à son fils Ali, Ali vient donner encore à son fils, mais bon, qu'on change la constitution et qu'on transforme le Gabon en une royauté, qu'elle soit constitutionnelle ou pas, qu'on sache que voilà la famille qui dirige le pays, et puis c'est tout. Mais ça, les gens avaient déjà vu, et vous avez déjà des gens qui commençaient à l'attaquer pour ne pas laisser la chose se reproduire. Mais lui, tout le monde a vu la vie qu'il menait, tout le monde a vu comment il fonctionnait. Les valises également, on a vu ce qu'on a retrouvé chez lui, chez ses amis, au niveau de son entourage, les véhicules, etc. Bon, c'est quelqu'un qui était déjà visé, les Gabonais savaient déjà. Mais le père étant là, le père étant au pouvoir, malheureusement, nos justices n'étant également pas indépendantes du tout, on savait, mais on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais là aussi, c'est la même situation. Que la justice fasse son travail. C'est un citoyen gabonais, il a droit à des avocats, il a droit à la défense, qu'on le laisse se défendre et que la justice dise qu'est-ce qui s'est exactement passé sans aucune manipulation politique. Et c'est une affaire qui vient s'ajouter à une autre dite des biens mal acquis en France. Tout à fait. Il y avait déjà cette procédure qui était là depuis, bon, pour parler du fils du grand-père, puisque c'était là depuis El Hadji Omar Bongo. En fait, c'est son décès qui a fait que juridiquement, il ne pouvait plus être poursuivi. Mais El Hadji Omar Bongo était déjà poursuivi par un certain nombre d'ONG sur un certain nombre de biens qui sont en France. Tout récemment même, il y a eu une proposition saugrenue au niveau de la France, où la France est en train de vouloir récupérer ce patrimoine qui est un patrimoine gabonais. S'il est clair que ça a été pris sur les biens
public du Gabon, ce n'est pas à la France de s'accaparer de ces bâtiments. Si la France veut les bâtiments, que la France s'adresse au Gabon, que le Gabon décide de vendre ou de ne pas vendre les bâtiments, mais ces bâtiments appartiennent au peuple gabonais. La France ne peut pas, parce que les bâtiments sont sur son territoire, et il y a eu une procédure contre le président El Hadji Oumar Bongo, vouloir prendre ces bâtiments et en faire un patrimoine français. Ça également, il faut que les choses soient extrêmement claires. S'ils le font, ils ont tout simplement, comme ils l'avaient fait avec un certain nombre d'objets d'art africains, volé un patrimoine qui appartient au peuple gabonais. Et la France a réagi dans les accusations visant l'ex-première dame. Bien sûr, elle est française, ce qui crée toujours un problème particulier et qui doit nous faire réfléchir. C'est comme si la France ne laisse jamais un de ses citoyens dans une situation difficile sans un accompagnement juridique, etc. Mais il faut que nos pays-là également réfléchissent pour que quand nos citoyens se trouvent quelque part, que ce soit en Occident ou ailleurs, si ces citoyens sont en situation de difficulté également, qu'on puisse avoir la même attitude que la France a par rapport à ses citoyens. D'ailleurs, ce n'est pas la France seulement. Les Américains auraient fait exactement la même chose, les Allemands auraient fait exactement la même chose. Parce que quand on parle de citoyenneté, mais c'est ça qui fait que tu te sens citoyen d'un pays, parce qu'en situation difficile, ton pays ne t'oublie pas. Donc elle a joué sur sa nationalité française pour déposer une plainte au niveau de la France avec ses avocats. Mais bon, il n'y a pas de souci, comme j'ai dit, qu'on laisse le droit faire son travail en toute justice, sans influence politique de la France, sans influence politique également du Gabon, et on verra le résultat. Si elle est coupable, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit condamnée. Sa nationalité française ne lui donne pas une impunité par rapport à la loi. La machine du nouveau pouvoir gabonais est en marche. Quelle analyse faites-vous justement des démarches du président Brice Oligui Nguema, notamment vis-à-vis de l'opposition gabonaise? Il faut dire que pour le moment, il est en train de réussir à mettre les gens, je dirais, derrière lui. Parce que quand on regarde la stratégie, il met les gens derrière lui. On va vers des assises. C'est peut-être à partir de là-bas que les choses vont se clarifier. Vous avez déjà des gens qui contestent en disant que la date proposée par le Premier ministre est trop éloignée. Et moi, je suis d'accord avec eux parce que si vous voulez aller avec les gens, mais vous vous asseyez ensemble, vous mettez en place une feuille de route ensemble, vous déroulez la feuille de route ensemble. Mais si on laisse le temps passer, on arrivera à la rencontre, ça va ressembler à la charte de la transition. Il y aura des choses où on ne dira pas aux gens, venez, on va discuter, mais on dira aux gens, prenez. Rappelez-vous, c'est ce qui s'était passé au Mali, dans la désignation d'un certain nombre de personnes par la transition. Je me rappelle encore de ce que l'imam Diko disait, pour choisir, il faut avoir plusieurs. On prend acte, puisqu'on les avait appelés pour leur dire, voilà la personne acceptée. C'est la même chose qui s'est passé au Tchad, si vous vous rappelez. S'il faut refaire la même chose, mais ils vont voir l'opposition qui va recommencer à se retrancher, à dire, mais attendez, ces gens-là veulent tout simplement nous utiliser. Et en ce moment, il va se retrouver encore avec un problème à résoudre à l'intérieur, alors qu'il a déjà un problème pour pouvoir se faire reconnaître comme le chef de l'État du Gabon. Par les Gabonais, une partie l'ont fait, mais par également la communauté internationale. Et justement, pour terminer rapidement, à quoi doivent aboutir en ces assises à venir au Gabon? Dans tous nos pays, la meilleure chose à laquelle ces assises doivent pouvoir aboutir, c'est qu'on obtienne des consensus forts sur ce que nos pays doivent être. Quand je dis des consensus forts, il y a la question de l'éducation, il y a la question de la santé, il y a la question de la démocratie. Il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on doit aboutir sur un consensus fort, obliger même les partis à signer les conclusions des assises, pour qu'on ne soit pas en situation où dès le lendemain, un travail fouillé, intellectuel, un bilan, les points faibles, les opportunités, quand on a tout mis en place, mais il faut que les gens acceptent que si on veut aller au développement, on a un travail à faire sur 25 ans. Mais s'il faut recommencer à chaque fois qu'il y a un nouveau président, on n'y arrivera pas. Quand vous allez voir tous les pays qui marchent, mais il y a des choses, quand un président vient, il continue. La démarche peut changer, tel aspect peut changer, mais dans le fond, vous sentez une continuité dans ce qui est en train d'être fait. Mais si le Gabon le réussit, ça sera un nouveau départ pour ce pays. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Mamadou Diouf. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause et la suite des programmes, c'est tout de suite sur Niveau d'Info 1.